Association de victimes de torture. جمعية ضحايا التعذيب. جمعية ضحايا التعذيب في جنيف. Je tiens bien sûr à remercier l'association de victimes de torture et monsieur le président Abdel Nasser Aitimem et nos invités bien sûr pour l'intérêt que vous portez à l'arrêt 17-2021. Justement, c'est de l'intérêt que j'entame cette prise de parole. Alors, le premier, c'est vraiment historique parce que c'est le premier arrêt qui condamne la Tunisie par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et c'est le premier arrêt qui traite de la question, de la sensible question de transition de pouvoir. Cet arrêt traite de transition illégale des pouvoirs à l'occasion de statuer sur mes allégations quant aux violations des droits de l'homme. Alors, ce qu'il fait aussi l'originalité de cet arrêt, c'est que généralement, on sollicite les instances qui contrôlent la constitutionnalité pour protéger les droits de l'homme. Cette fois, on a esté devant une instance de droits de l'homme pour justement protéger des normes de la Constitution tunisienne. Donc, ça aussi, ça fait l'originalité de cet arrêt. Le dernier point que j'aimerais évoquer quant à la question de l'intérêt est que l'arrêt a fait la preuve une autre fois, et on a tendance à oublier que la démocratie, le droit à la contribution dans la vie publique, la question des principes de l'état de droit et des institutions est une question juridique par excellence. On a tendance à croire que c'est une question politique. Mais non, c'est une question juridique et cet arrêt le confirme. Donc, même si, bien sûr, il y a l'instrumentalisation politique. Pour ce qui est des motivations, pourquoi, justement, Maître Belghith Brahim a été devant cette cour? Bien sûr, cette requête était motivée par des raisons patriotiques et citoyennes, parce que la démocratie et les principes de l'état de droit doivent être protégés par tous les citoyens. Mais aussi et surtout, c'est ma qualité d'avocat qui m'a fait croire que c'est un devoir d'avocat et d'entamer ce genre de procédure. L'histoire du barreau tunisien atteste que les avocats en Tunisie ont toujours plaidé. Bon, je ne suis pas en train de dire que tous les avocats tunisiens, hein, mais les efforts pour la démocratie et l'état de droit en Tunisie, tout au long de son histoire, c'était les avocats qui étaient l'une des forces qui a vraiment été efficace de facto avant 2011 et de jure après 2011. On a eu une reconnaissance dans le décret 2011 de numéro 79 2011 qui, son article 1er prévoit que l'avocat a le devoir de protéger l'état de droit et les libertés. Ça va sans dire qu'il s'agit là de droits de l'homme aussi. Donc, et puis, c'est la constituante qui a consacré ça dans un article dans la Constitution, c'est l'article 105, qui considère l'avocat un partenaire à l'élaboration de la justice et un gardien des droits et des libertés. Mais les avocats ont été victimes de leur exploit, si je peux dire, et leurs acquis. Le régime en place depuis 25 juillet 2021
a décidé, par un simple décret présidentiel, de suspendre la Constitution, comme tout le monde le sait, du coup l'article 105, il n'y a pas de norme dans la nouvelle Constitution que le régime en place a fait pour le barreau. Donc, il n'y a plus de reconnaissance constitutionnelle, et de plus, on a vu l'exclusion, une vraie régression législative dans les décrets présidentiels. C'est l'exclusion des avocats du nouveau Conseil supérieur de la magistrature par le décret 11/2022, qui est aussi un sujet d'une affaire devant la Cour africaine justement des droits de l'homme. C'est l'affaire 2022 qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de délibéré. Donc, et de la Cour constitutionnelle telle que conçue par ce nouveau texte appelé Constitution. Il est donc plus ou moins clair que pour le régime en place en Tunisie, que l'avocat doit se résoudre à un fournisseur de services. Et ce, par crainte de ce rôle historique qu'on vient de mentionner. Donc, le fait que je suis un avocat était décisif pour présenter ou pour rester devant la Cour des droits de l'homme en tant qu'avocat, et tout avocat doit de protéger les droits de l'homme. Donc la question, c'est pas pourquoi Maître Belrif Brahim a resté devant cette cour, pourquoi les autres avocats ont oublié leur devoir, et justement après le 25 juillet 2021. Donc, pour ce qui est la procédure, dans les médias en Tunisie, on a beaucoup parlé de timing. Pourquoi le 21 octobre 2021? Pourquoi avant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Donc, il est vrai que j'ai mis du temps pour aller devant la Cour africaine. Mais bon, ce temps d'arrêt était primo pour mieux cerner la position des nouvelles autorités en place. Et puis, on a les délais que la Constitution, en l'occurrence, c'est l'article 80, le fameux article 80 de la Constitution de 2015, qui donne des délais pour mettre fin à ces exceptions et bien sûr de mieux connaître l'ampleur de la violation de cet article 80. Donc, c'est pourquoi la requête a été présentée le 21 octobre 2021. Bien sûr, il y a le principe de contradictoire devant la Cour africaine. L'État tunisien a répondu, c'était le chargé de contentieux d'État qui a fourni la réplique de l'État tunisien. Et malheureusement, ça a été vraiment déplorable, parce que je considère qu'on a raté une occasion ou un débat sur justement la constitutionnalité, les droits de l'homme, l'état d'exception, tout ça. Donc la réplique était vraiment l'expression d'une confusion entre la Cour africaine des droits de l'homme et le Conseil de sécurité. Et c'était pas vraiment, ça mériterait pas même la réplique, et j'ai demandé tout de suite de clore les procédures écrites. C'est ce qui a été décidé par la Cour le 8 mars 2022, et je m'attendais à plaidoyer à Arusha, en Tanzanie, mais la Cour, vous avez le protocole de la Cour donne à la Cour un pouvoir discrétionnaire si, oui ou non, on peut passer par les procédures oraux. Elle a décidé d'aller directement au délibéré,
Et ça a été le 22 septembre 2021, l'arrêt 17-2021 que vous connaissez. Donc, tout ça, c'est pour les procédures. Bien sûr, il a été porté à notre connaissance et l'arrêt a été notifié pour les parties le 23 septembre 2021, c'est-à-dire le délai de 6 mois se compte à partir du 23 septembre de 2021. Avant de traiter du fond, il faut mentionner que c'est vrai que certains, disons, détracteurs de l'arrêt ont dit que cet arrêt a été très rapide. Ça, c'est vrai. Les procédures devant la Cour africaine, par moyenne, une affaire prend 2 voire 3 ans. Mais la rapidité, ça s'explique par la réplique infondée de l'État tunisien et que la Cour n'a pas décidé de ouvrir les plaidoiries. Donc, il n'y a rien d'illégal et l'arrêt n'a rien d'exceptionnel. Pour le fond, donc, il s'agit d'allégations d'atteinte aux droits de l'homme, à savoir le droit à l'accès à la justice. Et vous savez bien que la Constitution de 2014 a créé la Cour constitutionnelle qui a la compétence de trancher sur tous les litiges constitutionnels. Donc, et vous savez bien que pour rester devant la Cour africaine des droits de l'homme, il faut que les procédures devant les instances nationales doivent être épuisées. Voilà, donc c'est une condition sine qua non pour aller à la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, cette Cour constitutionnelle qui aurait pu être vraiment une occasion historique pour la Tunisie, même si on a élaboré une loi organique, c'est la loi numéro 15, en 2015 en tout cas, elle n'a pas vu le jour, donc il n'y a pas de recours possible. Donc, mon droit de l'homme à l'accès à la justice a été atteint. Telle est la décision de la Cour africaine quant à la violation du droit à l'accès à la justice au sens de l'article 7 de la Charte africaine. Le deuxième droit, c'est le droit de participer à la direction des affaires publiques, au sens de l'article 13 de la Charte africaine toujours, et l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques. La Cour a constaté notamment la violation de l'article 80 de la Constitution. Donc, aussi l'article 49 qui traitait du principe de proportionnalité. Donc, pour ce qui est des mesures par rapport à leurs motifs, comparant les mesures à leurs motifs du moins déclarés, la Cour a considéré qu'il y a indice que c'était pas proportionnel, donc elle a déclaré que l'article 80 a été violé et du coup, le droit à la participation à la direction des affaires publiques l'était aussi. Le troisième droit, c'est le droit aux garanties des droits de l'homme au sens de l'article 1er de la Charte. Bien sûr, cet article ou ce droit est violé toutefois qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme. Il suffit qu'il y ait une violation d'un droit de l'homme que l'État en question soit considéré comme qu'elle a violé le droit aux garanties des droits de l'homme. Donc,
La décision était bien sûr déclarer l'État tunisien non conforme avec les droits de l'homme, qu'il a violé les droits de l'homme, notamment pour les textes, les décrets présidentiels 117, qui est en fait une petite constitution, et les décrets 80 et 109. Elle ordonnait à l'État la mise en place de la Cour constitutionnelle et de revenir à la démocratie constitutionnelle dans un délai de 2 ans. Et l'État tunisien doit fournir chaque 6 mois un rapport où, bon, bien sûr, le premier rapport, il va détailler sa conception de la chose, comment il compte exécuter cet arrêt, et puis périodiquement, chaque 6 mois, un rapport sur l'état d'avancement sur cette exécution. Je voulais mentionner que cet arrêt a été pris à l'unanimité, parce que devant la Cour africaine des droits de l'homme, les juges, ce sont 11 juges, mais si un juge a un avis différent ou un avis dissident, il a le droit de le mentionner et publier, l'avis est publié avec le jugement. Donc c'était pas le cas. La décision a été prise à l'unisson. Bon, pour ce qui est de la procédure d'exécution, on a vu que c'était prévu par l'arrêt, mais la Cour va aussi signifier l'arrêt à l'Union africaine. Et si jamais la Cour constate que l'État tunisien n'a pas respecté cet arrêt, elle doit mentionner ça dans son rapport annuel à l'Union européenne, et c'est l'article 30 du protocole de la Cour, et l'article 29 prévoit que c'est la conférence des ministres qui est chargée d'élaborer ou de prendre les décisions et les mesures qui garantissent l'exécution. Bien sûr, l'exécution, c'est pas comme un arrêt interne, et c'est pas si évident. On peut pas avoir un huissier de notaire et demander l'exécution immédiate. Donc, ça dépend de l'État et ça dépend aussi de l'appréciation de la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà donc, bien sûr, il y a un impact extra-judiciaire, c'est-à-dire parmi les effets de cet arrêt, parce qu'il traite de la question de justement de la transition du pouvoir, ça peut avoir des effets par rapport aux normes internes de l'Union africaine elle-même, et aussi ça donne bien sûr une certaine image ou idée sur l'État et son respect des droits de l'homme. Ça peut être une occasion pour vraiment rebondir pour l'État tunisien, pour tout ce qui est démocratie et droits de l'homme. Si l'État tunisien répond positivement à cet arrêt, et ça peut avoir des effets bien sûr néfastes si jamais le contraire est la réponse de la Tunisie, ce que on ne l'espère pas en tout cas. Voilà donc, je peux pas plus développer parce que vous savez, je présume que la bonne foi et la conformité avec les décisions de justice, parce que c'est une cour. En attendant, cet arrêt aurait de l'utilité sur le plan interne, puisque les tribunaux tunisiens peuvent considérer tous ces textes comme nuls, ou au moins accepter une exception de non-conformité avec les droits de l'homme. Et pour ces textes et pour tous les textes basés sur notamment le décret numéro 117, et sur le plan international, ça aurait été un exemple, un modèle de solution sud-sud
et que les droits de l'homme, et comme je l'ai déjà mentionné, c'est pas une question politique, c'est une question juridique.